Et bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ellie. Bonsoir Adam. Bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous serez nombreux ce soir pour une soirée à thème. Quel est donc ce thème, Ellie? Eh bien, ce soir, nous allons parler de propriété intellectuelle. Un gros sujet. Surtout en présence d'un photographe, c'est effectivement un sujet important. Un sujet important. Je pense que je vais me faire descendre par toute la communauté photographe si jamais ça sort là-dedans. Et effectivement, on ne pourra pas t'accuser de conflit d'intérêts, ça c'est certain. Ah non, je suis là pour leur faire perdre de l'argent, tu vois, donc je suis pas très gentil. Bonsoir Ben, bonsoir Stéphane et bonsoir JS. On va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Vous êtes combien là? Vous êtes pas assez dans le chat là. Ça va pas ça. Ouais, mais après, les absents ont toujours tort. C'est sûr, c'est sûr. Mais plus il y a de monde, plus on rit. Alors, hop, on va préparer ça. Donc oui, donc comme tout, enfin non, c'est pas régulier, malheureusement. Euh, petite soirée, petite soirée, donc émission à thème. Donc on essaye de faire ça de temps en temps. Les derniers c'était donc sur l'éducation et sur la prostitution. Hmm. Pas les deux en même temps. Hein, c'est une émission de chaque. Quoique des écoles de prostitution, ça peut exister, hein, pourquoi pas. Donc les précédents, c'était ça. Vous pouvez aller les voir sur notre chaîne YouTube Radio Libertarien et commenter et liker. Voilà. Euh, Et ensuite, cette émission, oui, effectivement, elle sera en rediffusion. Alors par contre, il y a un délai normalement avant Deux la semaines. possibilité de... Ouais, c'est 2 semaines. Voilà, il y a 2 semaines de délai avant la possibilité de le mettre en rediffusion sur YouTube. Hein, ce sont les règles de Twitch. Donc le mieux, c'est de le regarder ce soir. Voilà. Après, il y a toujours la possibilité de regarder en rediffusion le live de ce soir et tous les autres lives directement sur la chaîne Twitch. Et donc 2 semaines plus tard sur YouTube. Voilà. D'ailleurs, ça, on essaiera de le placer à un moment donné dans l'émission. C'est très intéressant qu'on fasse ce soir l'émission sur la propriété intellectuelle, vu le programme de Koning. Et c'est quoi son problème en termes de propriété intellectuelle? J'ai pas lu. Bah, c'est-à-dire que la propriété existe, la propriété Ouais, intellectuelle. bah, comme. Déjà de base, en fait. En même temps, je suis Voilà. pas sûr d'avoir déjà entendu un seul politique remettre en cause la propriété intellectuelle, hein. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein. Je suis encore jeune, mais. Je n'en connais pas non plus. Peut-être que dans le chat, on pourra nous dire si quelqu'un effectivement. Mais je crois que c'est déjà un peu trop haut pour eux, tu vois, à atteindre. Déjà, rien être libéral, tu vois, sur les autres thèmes, c'est déjà compliqué. Alors sur la propriété intellectuelle, ça risque de piquer. Oui, Certes. effectivement, JS, c'est très acide de remettre en question l'API. Surtout en France. Surtout en France. Alors, combien vous êtes dans le chat là? Après, je sais pas si je l'ai en actualisé sur OBS. Histoire qu'on commence bientôt. Tac, tac, tac. Au pire, on peut commencer, hein, ça fera arriver les gens. On va pas attendre. Oui, certes, mais disons que d'habitude, en fait, on commence un peu plus tard. À chaque C'est fois. vrai. Bon, malheureusement, ce soir, tu seras encore en bug de cam. Voilà. Tant pis. Pas réussi à trouver de plugin pour changer avec celui qu'on a. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Ça ira très bien comme ça. Bon, commençons donc. Que faut-il faire de la propriété intellectuelle? Alors vous verrez au fur et à mesure de l'émission que bah faut la foutre à la poubelle. J'espère que vous serez d'accord avec nous. Euh, d'accord avec les libertariens sur ce sujet. Donc on peut A commencer? priori. Oui. Ouais, après. Ah, non, je disais, on va a priori suivre un raisonnement globalement en deux temps. C'est-à-dire qu'on va partir de ce qui existe, le droit positif. On va essayer de commencer petit à petit à pointer du doigt certaines incohérences ou certaines choses qui sont un petit peu arbitraires, pour ensuite, dans un deuxième temps, réfléchir comme des libertariens, c'est avoir une approche en termes de droit naturel et montrer comment, selon nous,
il faut effectivement, comme le dit Adam, mettre à la poubelle la propriété intellectuelle. Pourquoi? Tout simplement, ça n'a pas de sens, tout simplement, de parler de propriété intellectuelle. Tout à fait. Et bien c'est parti. Alors on fait un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui se passe actuellement avec la propriété intellectuelle, pardon. Où est-ce que nous en sommes, notamment en France, surtout en France. Eh bien, écoute, Adam, en France, c'est essentiellement la loi du 11 mars 57 qui fixe les dispositions concernant la propriété intellectuelle. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est tout simplement de commencer par voir un petit peu ce qu'elle protège et vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui sont assez marrantes. Donc, l'idée de cette loi, c'était de dire chaque fois que quelqu'un crée une œuvre de l'esprit, la loi n'est pas beaucoup plus précise que ça sur ce que c'est qu'une œuvre de l'esprit, mais c'est ce qu'elle est censée protéger. Eh bien, le propriétaire est protégé, c'est-à-dire qu'on va lui accorder un monopole sur cette propriété-là, sur l'exploitation plutôt du produit de cette réflexion intellectuelle. Et parmi les choses qu'on retrouve qui sont protégées, on retrouve des choses, je pense, à laquelle vous pensez tous plus ou moins, donc les photographies, les écrits littéraires, certaines parutions scientifiques aussi. Mais on retrouve aussi des choses qui sont un petit peu plus originales, je dirais, un peu plus exotiques, et auxquelles on s'attendrait peut-être un petit peu moins, comme les cartes géographiques. Alors personnellement, je sais pas ce que tu en penses, Adam, mais je trouve ça quand même très très limite de dire qu'une carte géographique c'est une œuvre de l'esprit, dans le Je ne sens savais pas, où, tu vois. dans le sens, en priori, la carte elle est quand même copiée sur la Terre, enfin sur ce qui existe. Donc où est l'idée originale qui est censée être protégée par l'API? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Surtout On qu'aujourd'hui, retrouve... pour faire les cartes, on se sert de travail d'autres, en fait. Tu vois, enfin, on se sert de données récoltées par d'autres. Ouais, Et oui. ouais, c'est particulier. Tu On vois, je savais retrouve pas. aussi... Ouais, mais on retrouve aussi les recettes de cuisine. Donc pareil, est-ce qu'on peut dire vraiment est-ce que c'est une œuvre de l'esprit ou une œuvre physique? Bon là, on voit que la frontière est discutable, hein, et c'est le cas pour les recettes de cuisine, mais c'est vrai pour d'autres choses. On retrouve aussi, et ça, honnêtement, je ne le savais pas, et ça m'a énormément surpris, les traductions. Si vous traduisez un roman aussi, vous pouvez apposer la propriété intellectuelle dessus. Ce qui est quand même, je trouve, complètement délirant, parce que toute l'idée de la propriété intellectuelle, c'est soi-disant de protéger contre la copie, et la traduction, on s'apparente d'une certaine manière à une copie, enfin en tout cas une translation. Donc j'aimerais bien aussi comprendre où est l'œuvre de l'esprit original qui est protégée ici. Oui, parce qu'on parle bien d'œuvre de l'esprit originale, protégée. A priori, oui, en tout cas Voilà. en droit français. D'accord. Ce qu'on peut peut-être noter aussi comme autre incohérence, c'est qu'on a d'autres choses qui sont a priori des œuvres de l'esprit et qui, elles, on ne sait pas pourquoi, ne sont pas du tout protégées par la propriété intellectuelle. Et je pense notamment aux formules mathématiques. C'est-à-dire que si tu découvres un nouveau théorème en mathématiques, eh bien, tu n'as absolument pas de protection dessus. Alors que pour le coup, je pense que c'est celle qui est le plus dans la lignée. Enfin, c'est ce qui serait le plus cohérent, quoi, de protéger les formules mathématiques. Tu peux pas faire plus intellectuel, plus conceptuel que les mathématiques. Je sais pas ce que tu en penses, Adam, parce que depuis tout à l'heure, je parle, je te laisse un peu la Oui, oui. parole. Je suis le chat, en fait. Je sers de Excuse-moi. relais avec le chat. Donc Stéphane nous dit par rapport aux cartes, si, c'est une carte est une œuvre car c'est un design à partir de données. Oui. Oui. Si on veut, hein. C'est une œuvre. Après, est-ce qu'il faut Dans la... ce cas-là, Oui. tout entre guillemets pseudo-copie, tu peux tenir pour moi le même raisonnement. Ce Si on qu'il dit prend en fait, c'est que traduction aussi est une œuvre. Il faut choisir une formulation. Oui, je suis bien d'accord. Une autre formulation qu'une œuvre. J'entends Voilà. bien. Mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra après. C'est-à-dire que D'accord. l'idée d'original est toujours discutable parce que tu viens toujours apporter ta pierre à l'édifice, même si tu t'inspires d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'avoir une frontière entre ce qui est considéré comme de la copie et ce qui est considéré comme une œuvre originale qui est un petit peu floue. Parce que même ce qu'on considère comme étant une œuvre originale, souvent s'inspire d'autres choses, copie d'autres choses. Il y a même un courant de musique comme ça,
je me souviens plus comment ça s'appelait, je crois que c'était africain, qui consistait en fait à reprendre des bouts de musique, de chansons qui étaient faites par d'autres, de les mettre ensemble pour qu'on ne reconnaisse plus quelle était l'œuvre originale, et créer une nouvelle musique comme ça. Oui, après, c'est aussi la question des samples, etc. dans la musique électro. La question des citations aussi. Par exemple, vous n'êtes pas protégé par la propriété intellectuelle si la personne ne fait que des citations courtes. On voit que la frontière sur ce que c'est qu'une citation courte, elle est complètement arbitraire. Mais là, le problème, en fait, le problème avec cette démarche-là, c'est comme dit Stéphane, en fait, l'objet n'est pas de savoir si c'est une œuvre ou pas. L'objet, c'est savoir si cette œuvre doit être protégée ou non. Ah oui, oui, évidemment, mais ça, on va y venir. Mais là, on parle vraiment en fait du sujet, voilà, le droit positif. Dans le droit positif, qu'est-ce qu'ils définissent par une œuvre originale? C'est ça. Si je comprends bien, où est-ce que tu veux en venir? Ouais, exactement. La première partie, c'était simplement montrer qu'il y a un droit positif qui est comme il est et qu'il a quand même certaines incohérences, certaines choses où on se dit c'est un peu flou, c'est un petit peu arbitraire. Bon, on va venir après à une approche vraiment libertarienne en termes de droit naturel. Est-ce que tu as des choses... Non, mais on peut continuer. Allez-y. Tu as des choses à rajouter, toi, ou je continue? Non, pour l'instant, j'ai rien à rajouter. Ok, bah moi, ce que j'aurais aussi aimé ajouter, c'est que souvent les gens défendent la propriété intellectuelle par une démarche conséquentialiste, utilitariste. D'ailleurs, on le retrouve dans la littérature économique. L'idée, c'est de dire, si on ne protège pas la propriété intellectuelle, il n'y a plus d'incitation à innover, à créer des brevets, des nouvelles marques, des choses originales au sens large. Et par exemple, il y a des économistes comme Philippe Aghion qui ont écrit sur la question et qui se sont demandé quel est la durée optimale d'un brevet. Parce qu'évidemment, si vous créez un brevet, vous avez deux forces contraires sur le plan économique qui s'opposent, enfin, selon l'économie traditionnelle, évidemment. C'est-à-dire que le brevet incite à la création, mais d'un autre côté, il limite la diffusion de l'innovation. Donc, il y a des gens comme Philippe Aghion qui, comme ça, ont cherché quel était le bon niveau pour eux. Et bon, je me souviens plus exactement de quelle durée ils trouvaient, mais on voit que ce qu'il faut en retenir, c'est que souvent, la défense de la propriété intellectuelle, elle se fait autour d'une démarche qui est purement utilitariste. Et ça aboutit à forcément de l'arbitraire, comme d'habitude, puisqu'on finit par donner des durées de protection qui sortent un peu du chapeau, ce qu'on considère comme étant le plus optimal socialement. Mais on ne se pose pas la question de est-ce que c'est juste ou est-ce que ça a un sens. Alors moi je suis désolé, je vois pas le chat, mais n'hésitez pas à me dire si ce que je dis n'est pas clair, s'il faut que je reformule. Non, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de demande particulière. Allez-y surtout, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin qu'Ellie reformule, besoin de plus de précision ou autre chose, n'hésitez pas, on est là pour ça. On fait ça en live justement parce qu'il y a cette potentialité d'interaction avec le chat. Donc surtout n'hésitez pas. Une dernière peut-être aberration, mais ça c'est peut-être le juriste que je suis qui parle, concerne la division en fait qui est absolument unique dans la propriété intellectuelle en droits moraux et patrimoniaux. C'est-à-dire que de manière générale, vous divisez jamais votre propriété. Si vous avez une maison, on ne va jamais diviser votre propriété, enfin les droits qui y sont attachés. Et pourtant, dans la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qu'on fait. Et on va dire que vous allez avoir des droits patrimoniaux, ce qui correspond à l'usus, c'est-à-dire tous les biens, tous les avantages économiques que vous pouvez retirer de cette propriété. Donc, par exemple, en réclamant des royalties, si c'est des brevets. Mais on va aussi rajouter des droits qu'on appelle patrimoniaux, des droits moraux, excusez-moi, qui correspondent à, au fait que cette œuvre elle vous appartienne réellement et qu'on ne peut pas la salir, je dirais, ou l'utiliser d'une manière qui vous déplaît. Et ce droit-là, le droit moral, il est inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais vous en séparer, même par une convention, même par un contrat, vous n'avez pas le droit de vous séparer de ce droit, alors que le droit patrimonial, lui, vous avez le droit de vous en séparer par une convention. Donc ça, moi je trouve que c'est une aberration complète. C'est vraiment une spécificité qu'on a avec la propriété. Attends 2 secondes. Attends 2 petites secondes. C'est très bizarre que tu n'aies plus de son. On m'a dit il n'y avait pas de son. Ah si, son ok Ben
Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout le monde nous entend correctement? Ok, bon. C'était une fausse alerte. Vas-y, continue, excuse-moi. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bah voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on se retrouve à séparer complètement la propriété, ce qui n'a a priori pas de sens. C'est le seul domaine du droit où on crée comme ça deux régimes de propriété indépendants rattachés au même objet juridique. C'est quand même très 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 bizarre. Oui, puis Tu on me est dis hein, si l'un t'as des... des choses à rajouter, parce que je fais On un, je est... fais un monologue depuis tout à l'heure. Ah non, 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 t'inquiète pas, je gère la technique en même temps. Ok, très Voilà, bien. donc t'inquiète pas. Non, non, justement, j'allais te relancer sur les droits moraux et patrimoniaux, donc tu as très bien fait d'attaquer là-dessus. Euh, c'est surtout qu'en plus, elle pousse, tous ces droits en fait poussent aussi à la judiciarisation à outrance Aussi. et à comment dire, ça pousse en fait à grossir un aspect très bureaucratique du travail d'auteur. Donc là, je parle en tant qu'auteur photographe. Voilà, vu qu'on est dans le droit et vous expliquer comment ça se passe en France, euh, en tant que photographe, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de photographes. Vous avez les photographes en entreprise, artisans, et vous avez les photographes qui sont photographes artistes. Le photographe artisan peut faire tout ce que fait le photographe artiste. D'accord. Le photographe artiste, lui, il n'a pas le droit de faire du social. Il n'a pas le droit de photographier les gens directement dans un mariage, par exemple. Ou s'il le fait, il ne doit pas être rémunéré pour cette action-là. Très particulier. Il faut qu'il y ait une démarche artistique originale. Voilà. De plus, il est affilié à la maison des artistes, donc il va payer des cotisations, etc. Enfin, c'est tout un bordel, je vous passe la chose. Mais en fait, c'est le client qui doit lui payer sa propre cotisation, donc c'est marqué directement sur la facture. C'est incroyable. Bon, c'est toujours le client qui paye, hein, parce que l'argent il sort pas de nulle part. Mais disons que c'est écrit directement sur la facture du client, et en plus de ça, c'est lui qui doit envoyer le montant correspondant à la cotisation à l'organisme afférent. Donc c'est un bordel monstrueux. Donc c'est pour ça qu'en fait, très peu d'œuvres d'art sont vendues au grand public comme ça, parce que c'est un non-sens absolu et c'est comment dire. Enfin voilà, ça fait ramer les gens, ça les fait galérer, ça leur fait peur aussi. Les galeristes jouent de ça aussi. Bref, tout le monde joue un peu de cet amoncellement en fait de lois et de règlements autour de la propriété intellectuelle et autour surtout du droit d'auteur. Je pense qu'on peut en venir là-dessus aussi. Le droit positif crée en fait des métiers, des jobs, voilà, des niches où les gens en fait ne font que ça, de leur vie, à traiter des affaires, à arbitrer des affaires concernant est-ce que c'est légal oui ou non, est-ce que ça correspond oui ou non au droit d'auteur. Donc là encore une fois, par exemple sur la photographie, est-ce que vous avez été bien crédité en tant que photographe en dessous de la photo? Rien que ça en fait, déjà ça peut entraîner en fait des actions en justice. Tu dis qu'il en crée des emplois inutiles, mais il en détruit aussi. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les droits moraux sont inaliénables. Vous ne pouvez pas vous en séparer par un contrat. Donc ça veut dire que théoriquement, légalement, si vous êtes un salarié et que vous travaillez pour votre patron et que vous êtes amené à faire une œuvre qui sera protégée par l'API, théoriquement, cette œuvre, elle vous appartient, même si ça a été fait complètement dans le cadre de votre contrat de travail. Donc, pour moi, encore une fois, c'est complètement délirant. Je veux dire, vous travaillez pour quelqu'un, il vous demande de faire un truc, et on considère que ce truc vous appartient encore, alors que vous êtes déjà payé pour le faire. Mais bon, c'est un premier point, mais aussi, si ce droit était appliqué correctement, il détruirait tout un tas d'emplois. Heureusement, il s'avère qu'il n'est pas toujours très très bien appliqué, mais on voit un petit peu les limites de ce raisonnement juridique quand même. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors Stéphane, démarche artistique originale en français. Bah justement, en fait, c'est directement l'UPP qui nous dit ça, donc l'Union pour des photographes professionnels.
Voilà, par exemple, vous nourrissez en fait ce genre de structure. Donc l'Union pour les photographes professionnels, la SAIF qui a des barèmes dédiés à la cession de droits d'œuvres préexistantes, etc., etc. Enfin, c'est tout un bordel, c'est toute une structure en fait qui s'auto-entretient grâce à la propriété intellectuelle, grâce aux droits d'auteur. Allez-y surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là on va pas tarder à passer à la partie suivante, il me semble. Ouais, on va attaquer avec la théorie libertarienne. Voilà. Et donc à savoir que par exemple sur cette vision du droit d'auteur, par exemple, il y a euh, notamment sur le droit moral, les droits moraux, il me semble qu'il n'y a que la Belgique et la France qui a cette vision-là en fait des choses. Ça me surprendrait pas, hein, parce que enfin, c'est tellement aberrant qu'il n'y a que la France pour inventer un truc pareil, hein. Parce qu'en tout cas en France, il n'y a pas besoin en fait de mettre le sigle copyright ou des choses comme ça. Mhm. Il y en a absolument pas besoin. C'est redondant en fait, parce que vous êtes déjà protégé par le droit d'auteur. Donc vous n'avez pas à le mettre. Bon bah apparemment pas de questions. Donc on va pouvoir enchaîner. Ouais. Est-ce qu'on se lirait pas la petite citation de Bastia? Vas-y, je t'en prie. Parce que c'est vrai que Bastia, ça fait quand même partie des références. Enfin, c'est une grande référence, je pense, pour beaucoup de libéraux. Mais enfin, j'ai trouvé une lettre qu'il a écrite, je me souviens plus à qui, c'était un politique, il me semble, pour défendre justement la propriété intellectuelle. Et du coup, je trouvais ça un peu marrant de repartir d'une citation de Bastia pour essayer d'en montrer un petit peu les limites et au contraire développer pourquoi, selon nous, il ne faudrait pas qu'il y ait de propriété intellectuelle, pourquoi c'est une aberration. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous lire cette citation. Je crois que les efforts des hommes, sous quelque forme que ce soit, et les résultats de ces efforts leur appartiennent, ce qui leur donne le droit d'en disposer pour leur usage par l'échange. Je suis donc, en principe, partisan très prononcé de la propriété littéraire, la propriété de ce qu'on a produit par le travail, par l'exercice de ses facultés et l'essence de la société. Antérieure aux lois, loin que les lois doivent la contrarier, elles n'ont guère d'autre objet au monde que de la garantir. Il me semble que la plus illogique de toutes les législations est celle qui régit chez nous la propriété littéraire. Elle lui donne un règne de 20 ans après la mort de l'auteur. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 60? Sur quel principe a-t-on fondé un nombre arbitraire? Sur ce malheureux principe que la loi crée la propriété, principe qui peut bouleverser le nombre. Fin de citation. Donc cette citation est quand même intéressante parce qu'on voit comme que Bastia raisonne en termes de droit naturel, hein. Il raisonne vraiment comme un libertarien. Il dit ce qui compte, c'est pas ce que dit la loi, c'est ce que dit le droit. Donc ça, c'est le point intéressant. Le début de citation est intéressant aussi parce qu'il dit je crois que les efforts des hommes, sous quelque forme que ce soit, et les résultats de ces efforts leur appartiennent. Certes, mais en quoi est-ce qu'on a besoin d'une propriété intellectuelle pour ça? Si je produis, mettons, une chanson, j'ai pas besoin d'avoir une propriété intellectuelle pour la protéger. Je peux très bien l'écouter moi-même. Il n'y a pas besoin de rajouter du droit positif là-dessus. Donc, à mon sens, c'est déjà la première erreur que fait Bastia. Ensuite, la deuxième erreur qu'il fait, c'est de dire que la loi est arbitraire, parce qu'elle fixe comme ça une durée de protection qui est arbitraire, ce qui est vrai, mais il en découle une proposition qui est absurde si elle est poursuivie à l'extrême. Il dit, ce qu'il dit, c'est tout simplement que la propriété intellectuelle devrait être comme n'importe quelle propriété, ne pas avoir de limite temporelle. Donc ça veut dire que si on applique ce principe, on crée forcément une dissymétrie, une absence de symétrie dans le droit. Tout simplement parce qu'on protège quelqu'un qui a une idée sous le seul prétexte qu'il a eu avant quelqu'un d'autre. Si par exemple Adam invente je ne sais pas trop quel produit et que moi je l'invente 2 jours plus tard avec la protection intellectuelle, lui il va être protégé sur ce produit et moi je n'aurai pas le droit de l'utiliser. Or le droit s'inspire fondamentalement d'une idée de symétrie, on doit tous avoir les mêmes droits. Donc ça nous montre bien que la protection intellectuelle n'est pas un système juridique, c'est pas un système de droit, c'est un système de privilèges. Il s'agit de donner des privilèges à certains, des droits qu'ils auront et que les autres n'auront pas.
Je sais pas si j'ai été clair parce que j'ai parlé assez longtemps et assez vite. Pour moi, c'est très clair. On va voir pour le chat maintenant. Est-ce que le chat, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez bien compris? Puis il y a peut-être aussi, je pense, des gens qui maîtrisent encore mieux le sujet que moi, donc n'hésitez pas non plus à me corriger ou à reformuler si vous pensez que vous avez des meilleures formulations, de meilleurs arguments. Oui, oui, on est là pour interagir. Et de toute façon, il y aura la libre antenne juste après. Voilà, comme ça on Exactement. pourra encore plus échanger sur le sujet, ou si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous prenez votre micro et en avant Guingamp. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est enfin, la propriété, ça sort pas de nulle part. C'est encore une fois, ça s'inscrit dans un système juridique, donc qui doit permettre aux hommes de vivre en harmonie. Et elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que les ressources sont rares, elles sont limitées. Donc si, mettons que je sais pas, je trouve un diamant, je le polis, et ben ce diamant, quelqu'un d'autre peut pas l'avoir. Si j'ai ma maison, que je suis dedans, bah, il peut pas y avoir 150 personnes dans la maison, sinon il y aura un problème. Donc on a inventé ce principe de propriété pour des biens qui étaient rivaux, comme on dit en économie, c'est-à-dire des biens pour lesquels si quelqu'un d'autre, enfin si quelqu'un le consomme, bah, quelqu'un d'autre ne peut pas le consommer. Ou alors si quelqu'un le fait, bah, ça lui fait perdre de la valeur. Là, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de propriété pour ce qui est intellectuel. Parce que si je consomme, entre guillemets, une idée, bah, je ne porte pas préjudice à autrui. Je ne l'empêche nullement de consommer lui-même cette idée. Ou si je Il vole s'agit... ton idée, Oui, tu n'es je pas ne- impacté par cela. il En n'y a, tout il y a cas, pas de en termes préjudice. d'idées. Il n'y a pas de préjudice. Exactement. Donc comme il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas lieu de mettre du droit positif par-dessus. Il n'y a pas besoin de protection à ce niveau-là. Alors, JS en liberté. Quand on est le premier à arriver, la propriété est acquise. Pourquoi pas avec Ouais, l'API? C'est justement ce que voilà. nous expliquons actuellement. Voilà. Ça marche pour voilà, un bout de terre, par exemple. Parce que si tu arrives sur un bout de terre, que tu commences à le cultiver et que moi, le lendemain, j'arrive et que je mange tes pommes, bah voilà, ça va te poser un problème. Parce que si moi, je mange tes pommes, toi, tu peux pas manger tes pommes. Par contre, avec une idée, si tu as eu l'idée avant moi, mais que je l'ai ensuite, je t'empêche pas d'utiliser ton idée. Et en plus, il n'y a pas de raison que toi, tu m'empêches d'utiliser la mienne, puisque j'y ai pensé aussi. Ou par exemple, on va prendre l'exemple des images. Hmm. Voilà. Vous avez un photographe en direct. Euh, pour les photos, c'est la même chose. Si quelqu'un pique mon image sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., et la republie en fait sur ses propres comptes, ça ne me porte pas préjudice en soi. L'image, je l'ai toujours. Elles sont stockées sur mon disque dur, etc. Après, ce qu'il en fait en termes de réputation ou autre, c'est encore autre chose. Ouais, puis en fait, souvent aussi, les gens, je pense, tiennent un mauvais raisonnement, c'est qu'ils disent si, il y a bien un préjudice, par exemple, en termes de chiffre d'affaires. Toi, par exemple, t'es C'est ce que photographe, j'allais dire. t'as fait une photo, ils vont dire, voilà, ça t'empêche de faire du chiffre d'affaires. Sauf que c'est absolument pas tenable comme raisonnement, parce que si tu vas par là, par exemple, si je crée une nouvelle entreprise qui vient de faire concurrence, bah, je te pique aussi du chiffre d'affaires. On fait Donc quoi? il On faudrait interdit la l'interdire. concurrence? Bah oui, certains le On voudraient. protège. Oui, oui, je sais bien que certains le voudraient, mais si, si on est un tout petit peu libéral, on comprend très vite les limites de ce raisonnement. En tout cas, Tout il à me fait. semble. Donc, pareil, je vais essayer de lancer un peu le chat pour voir. Parce qu'encore une fois, je sais pas si j'ai été clair sur ce que Alors je dis. pour les références, nous allons y venir après. Et Ellie qui fond petit à petit dans le cadre. On va t'en donner, lui, de mise des suggestions de lecture. En tout cas, moi, il y en a surtout une que j'avais beaucoup aimée. Et c'est elle, en fait, qui m'a mis une grosse claque. Parce que moi, en tant que photographe, je suis censé vivre de ça. Euh, des sessions de droit, d'œuvres existantes, etc. Et quand je l'ai lu, bon, je me suis dit, ah, d'accord. Bon, ben voilà, Kinsella. Et justement, Est-ce que Kinsella, lui, commence son livre avec la distinction tangible et intangible. Bien tangible et bien tangible. Voilà.
Je remonte par rapport à ce qu'il disait, à ce que disait Louis de Mise, sauf qu'il y a rivalité avec les vies intangibles, voilà. Enfin, il reprenait un peu ce que tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'on peut aussi ajouter pour donner un petit peu, comment dire, de concret, je dirais, à cette idée que il faut nécessairement qu'un bien soit rival pour qu'un droit de propriété ait un sens. C'est tout simplement la pratique, hein. Pour l'instant, on n'a jamais vu de droit de propriété, par exemple, sur l'air. C'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure quand on discutait. Tout simplement parce que si moi je respire, bah, je ne vous empêche pas de respirer votre air à 5 mètres de moi. Tous les biens qui sont non rivaux, comme ça, où il n'y a pas de problème de consommer, enfin la consommation ne porte pas atteinte à autrui, on n'a jamais vu de droit de propriété dessus. Oui, mais comme je te Je- disais, le jour où on aura colonisé Mars ou la Lune, l'air, ça deviendra une ressource échangeable. Voilà, mais voilà, le jour où ça devient une ressource échangeable, tu as raison de le préciser, là, effectivement, on pourrait y avoir des droits de propriété. Ouais. J'ai essayé d'y réfléchir un peu en off, tu vois. Après, je suis pas juriste, je ne suis pas économiste, rien du tout. Donc, je suis le clampin du coin qui va poser des questions Stéphane sur te le dirait que c'est un libertarianisme. avantage. Il Peut-être, vaut je mieux ne ne sais pas pas. être juriste et économiste. Je ne sais pas. Euh, Parce que là où enfin, j'ai vraiment réfléchi à cette question de l'air, mais l'air en fait peut être quantifié. Les idées de non, Oui. elles peuvent pas être quantifiées. Et je reprendrai Lynch, je suis un grand fan de David Lynch, qui explique comment il trouve ces idées complètement farfelues, etc. Il disait qu'il plongeait dans l'océan d'idées insondables. Voilà, Ok. c'est beau. Oui, Et c'est très poétique. ouais, je rajoute une touche un peu littéraire, hein, parce que bon, là, c'est très juriste, machin. Ouais, il faudrait peut-être. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non, t'excuses pas. Bonsoir, Udiac. Ravi de t'avoir ce soir. Donc voilà, C'est donc toujours un l'air, en plaisir fait, d'avoir eu peut être Diac. quantifié. Donc, du coup, on peut pas forcément utiliser cette analogie-là. Tu vois. Mais je comprends pas pourquoi tu parles de quantifier. Quantifier, c'est de donner un nombre. Moi, ce que je disais, c'était une notion de rivalité, de la consommation porte préjudice à quelqu'un ou empêche celle d'un autre. Oui, mais tu peux pas te baser que là-dessus, en fait. Je suis pas sûr de comprendre. Non, c'est pas grave. Je te mets juste voilà, je te pose un défi. Trouve-moi Mhm. quelque chose sur lequel on a foutu un droit de propriété qui n'était pas une ressource rivale. Ah, la propriété intellectuelle, déjà. Oui, bah oui, mais Oui, en bouteille, voilà, la quantité d'oxygène. tu as déjà acheté de l'oxygène dans un restaurant, toi, ou dans un supermarché? J'achète des bouteilles de CO2. J'ai failli acheter des bouteilles de CO2. Il faut que j'en achète d'ailleurs pour mon aquarium. C'est vrai. Mais il est sous une forme qui te permet de le foutre dans l'aquarium. Il n'est pas directement disponible. Comme ça, tu peux pas prendre l'air autour de Ouais, mais toi et le foutre dans ton. il y a une C'est du quantité CO2 en définie. plus dans l'aquarium, si je dis pas de bêtises. Il y a une Donc quantité on a. définie. Oui, mais c'est pas la question. C'est que là, tu as quand même une ressource précise, c'est-à-dire un gaz qui Mhm. est directement exploitable pour toi, que tu peux mettre dans l'aquarium, que tu ne pourrais pas avoir sinon, sans rien, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'était décarcassé pour le foutre dans une bouteille et te le rendre sous une forme que tu puisses directement utiliser. Et t'es bien, même ça, ce bien-là en soi, il est Mais rival du aussi. coup, si quelqu'un se décarcasse pour te fournir l'idée sur un tableau géant hyper bien fait, etc., tu protèges l'idée, Oui. Enfin, je suis pas sûr de comprendre, non? encore une fois. Ah, c'est pas grave. Je cherche la petite bête en fait. Ok, ok. Quand on parle de l'air non objet économique, on ne parle que de l'air ambiant atmosphérique. Oui, oui, ça me semblait évident. Je l'ai pas précisé. Oui, oui, Ellie a raison, c'est bien la rivalité qui justifie la propriété. Euh, Oh, Udiac, toujours le bon mot. Oh, on n'empêche pas, mais il est déjà possible de pomper l'air aux autres, mais c'est du figuré.
Non, mais je cherchais la petite bête avec mon histoire de Mars et de la Lune, hein. Ah, mais c'est bien, il faut titiller les raisonnements pour garantir leur solidité. Du coup, on peut passer à la suite. Ouais, alors peut-être qu'on peut aussi rajouter un petit peu, comment dirais-je, des réponses à ceux qui disent qu'il faut absolument un droit positif pour protéger la propriété intellectuelle et que sans ça, il n'y aura jamais de création, jamais d'innovation. Bon, déjà, c'est historiquement faux, hein, parce que la propriété intellectuelle doit dater de plus ou moins la création de l'imprimante, hein, si je dis pas de bêtises. Non, et on avait bien évidemment des inventions bien avant que ce soit protégé. Mais au-delà de ça, on a aussi d'autres manières de protéger, avec des guillemets, ou pas d'ailleurs, une idée. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, c'est Ferrero et Nutella. Bah, aujourd'hui, on n'a personne qui a trouvé la recette du Nutella, et pourtant, ils n'ont pas eu besoin d'un brevet ou de quoi que ce soit, hein, pour la protéger. C'est eux qui n'ont pas donné la recette et personne n'a réussi à la copier. Il y a d'autres manières, on ne va pas toutes les détailler, mais comme ça, soit par la technique, soit par des contrats, de protéger votre idée. Vous n'avez pas besoin forcément d'un État qui vienne ajouter du droit positif comme ça, arbitrairement, pour vous donner plus de droits, pour vous donner des privilèges sur d'autres. D'ailleurs, peut-être qu'on peut prendre l'exemple des NFT aussi. Je pense que vous avez entendu parler. C'est comment on dit en français, les jetons non fongibles. Non-fungible token. Ah, ouais. En français, du coup, jetons non Ah oui, fongibles. jetons non fongibles. Qui, vous savez, c'est les petites images numériques qu'on a essayé de protéger avec la blockchain. On a vu que d'ailleurs ça n'a pas super bien marché, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais voilà, il y a des gens qui essayent par la technologie de protéger des idées. Ce qui est de l'ordre de l'informatique aussi, c'est tous les logiciels qui sont protégés par des licences. Donc vous pouvez pas accéder au logiciel si vous ne payez pas. Généralement, on fait tout pour qu'il soit difficile de pirater, de copier le logiciel. Je sais pas s'il y a des remarques. Je suis en train de suivre. Bon, on te Ah fait la non, on dit remarque, pas on dit la de la Nutella, nature. non. Non, non, on dit le Nutella, ça je suis pas d'accord. Il y a des choses qui sont indiscutables quand même. Hop, JS, tu peux ban le bot. Alors pour Yeah. Stéphane, la pays est, je crois, contemporaine de Jefferson. Thomas Jefferson. C'est si vieux que ça? En même temps, c'est vrai que nous, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 57, hein, la principale loi. Mm. C'est vrai que c'est quand même assez récent. Oui, bah de toute façon aux États-Unis, avec justement la bataille, alors je crois que c'était Edison. Edison Tesla, c'était une affaire de brevet. Hmm. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y avait des inventions, ou des créations artistiques, bien avant qu'on protège, avec des guillemets, les artistes et les inventeurs. L'être humain n'a pas attendu le droit d'auteur pour créer en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on a aussi oublié de préciser au départ, ça semblait peut-être un petit peu évident, mais on peut en gros séparer en deux la propriété intellectuelle. Il y a tout ce qui va être de l'ordre de l'industriel, avec tout ce qui est marque et brevet, et de l'autre, tout ce qui est la propriété intellectuelle artistique. Donc voilà, la photographie, les peintures, les recettes de cuisine, que sais-je. Il n'y a pas de questions pour l'instant, pas de remarques supplémentaires. Je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, un petit peu, Adam, qu'on aurait oublié ou qui pourraient être importantes? Pour l'instant non, on y viendra plus tard peut-être sur justement l'incidence de ce changement un peu de paradigme en fait de suppression de la propriété intellectuelle. Parce que moi, honnêtement, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Je m'attendais honnêtement à plus de questions. Quid des marques? Bah, Stéphane, il me semble, hein, que c'est exactement le même régime que les brevets, les marques. C'est l'INPI, c'est ça que c'est en France Ouais, qui l'INPI, protège ça? ouais. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et elle protège donc à la fois.
Enfin, d'ailleurs, ça aussi, c'est très drôle, la manière dont fonctionne l'INPI. C'est-à-dire que vous protégez généralement à la fois le nom de la marque et le logo. Et après, si vous voulez créer une nouvelle marque, vous allez les voir. Et il faut payer. Je me souviens plus combien ça coûte, je crois que c'est 200 €. Et ils vont faire tout un tas de tests pour savoir si ça ressemble pas trop à d'autres marques. Mais les tests, je vous assure, c'est n'importe quoi sur les frontières du truc. C'est-à-dire qu'ils vont tester est-ce que ça ressemble phonétiquement ou pas. Alors j'aimerais bien savoir comment ils font ça. Il n'y a aucune transparence sur la question. Ils vont savoir est-ce que ça ressemble un peu en termes d'orthographe, en termes de machin. Donc si ça vous amuse un jour, faites semblant de vouloir déposer une marque et voyez ce qu'ils vous disent. Oui, enfin, évitez de leur filer 200 balles pour ça, quoi. Ça serait un peu con de filer 200 balles pour s'amuser, tu vois. Non, mais tu payes pas, hein, tu fais semblant. Oui. Mais c'est la même chose en musique, par exemple. En musique, pour vérifier qu'il n'y a pas contrefaçon, ils vont faire appel à des experts pour vérifier, des experts, mais vraiment très soutenus des fois, hein, pour vérifier si effectivement il n'y a pas eu de copie, pas eu plagiat, comme on dit. Stéphane, les marques en tant que telles, oui, mais quid de l'image de marque et la contrefaçon? Et une autre question de Louis Demise, quel est le meilleur argument en faveur de la propriété intellectuelle ou le moins mauvais? Je sais pas quel meilleur question. argument en faveur du viol ou en faveur du meurtre. Non mais c'est quitte à être Ah, provocateur. la violence, quoi. Non mais quitte à être provocateur, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est juste ou pas? Si c'est pas juste, ben voilà, il n'y a pas à chercher plus loin que ça. Désolé pour la provocation, hein, mais Et du coup, la question de Stéphane, les marques en tant que telles, la contrefaçon. La contrefaçon de marque. bah, je Qu'est-ce pense qu'on que fait de si ce on- problème? Est-ce que c'est un problème? euh, disons que j'aurais tendance à dire qu'a priori, si on se pose la propriété intellectuelle, il n'y a pas de raison de défendre les marques. La seule nuance que j'apporterais, c'est qu'il peut y avoir le problème de la contrefaçon, ça peut être la volonté de tromper volontairement. C'est-à-dire que si moi je pense acheter à quelqu'un qui par exemple utilise certaines matières premières, selon un certain procédé, etc., et que j'ai quelqu'un d'autre qui se fait passer pour ce producteur-là et qui dit qu'il utilise la même chose alors qu'en fait non, forcément ça me pose un problème. Il y a erreur, et le consentement est vicié. Mais je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut l'attaquer, en termes de vice du consentement, pour rester dans une approche assez juridique. C'est pas en termes de droit des marques. Le problème n'est pas qu'il ait une marque qui ressemble à celle d'un autre, c'est qu'éventuellement qu'il se soit fait, enfin, qu'il fasse passer son produit, son service pour quelque chose qu'il n'est pas. Après, c'est une approche personnelle. Hein. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ça. On donnera des exemples concrets après. Ah, il y a JS qui dit quelque chose qui est intéressant. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Vas-y. Bah vas-y si tu veux répondre. Bah ouais, parce que t'as beaucoup parlé du coup. Ouais, vas-y, excuse-moi, j'ai fait un monologue depuis le début. Non, t'inquiète pas. Je t'aurais arrêté si je voyais que... Le fait est que tout le monde trouve ça affligeant que quelqu'un puisse utiliser notre idée contre notre gré en déclarant qu'il en est l'auteur. Pour moi, c'est ça le meilleur argument des propriétés intellectuelles. Mais du coup, en fait, c'est toujours un argument utilitariste, en fait. Et c'est le même argument de tous ceux qui veulent utiliser le droit positif, le législateur, pour imposer leur propre monopole. Pour protéger leur propre monopole. Puis il met aussi le doigt sur la différence entre ce qui est de l'ordre du droit et ce qui est de l'éthique personnelle. Effectivement, je suis d'accord, ce n'est pas très élégant. Si quelqu'un si Adam te fait une photographie, là, faire un copier-coller et dire c'est moi qui l'ai faite. Pardon. Je suis d'accord que c'est pas très élégant. Ça va m'ennuyer, et ça m'a ennuyé, et je l'ai fait. Et j'ai envoyé ma petite facture de session de droit. Coucou l'association. Non, c'était même pas l'association, c'était. C'est le groupe international de Béour, hein, qui avait piqué une de mes images. Piqué, du coup, avec de gros guillemets. On a compris. Mais à cette époque-là, j'étais encore fermement attaché à l'API, tu vois. Et donc j'ai envoyé ma facture de cession de droit, ou alors vous retirez la photo. Buté, tu vois, buté sur mon droit, alors qu'au final ça a été une erreur.
Ça a été une erreur. Donc là, je donne un exemple concret, c'est que si ça se trouve, en fait, ça aurait pu m'ouvrir des portes. J'aurais pu leur dire, bon, c'est pas forcément très élégant, mais du coup, est-ce qu'on peut peut-être faire un partenariat, je vous envoie des photos, etc., et vous les exposez de façon un peu plus claire, en mettant mon nom, etc. Voilà, au lieu de se buter sur la législation et essayer de faire de l'argent dessus. L'élégance n'est pas affaire que de droit. Mais ce sentiment d'affligence ne vient pas de nulle part, non. Les idées sont rares et précieuses. On y tient tous. Oui, mais enfin, Réflexion. sont rares, non. Enfin, on y a répondu avant, de toute façon, sur les idées. Oui, je pense La qu'on rivalité. on On a est bien bien appuyé répondu, dessus, je effectivement. pense. Oui, bon exemple là-dedans. Négocier est une meilleure idée que revendiquer sa pseudo-pays. Voilà, tout à fait. Et je l'ai appris à mes dépens. Voilà. Et j'ai pu mettre le doigt dessus sur mon erreur grâce à Kinsella. Les bonnes idées sont rares, c'est bien ça le problème. Je sais pas. Il y a Ça Yudiak dépend. aussi qui dit la propriété intellectuelle, c'est comme un droit de douane. Bah, c'est comme une taxation de manière générale. Hein. C'est un vol. Enfin, Elles sont non rivales mais rares. Toujours JS. Qui veut absolument qu'on traite ça. qu'on traite ça. Il mais si elles rappuie sont non dessus, tu vois. si elles sont non rivales, elles sont non rivales. La question est terminée. La question répondue. C'est une propriété des bonnes idées que d'être rare. Voilà. Mais peut-être revenir aussi sur le fait que... Attends, comment tu avais mis ça dans le texte? Je vais reprendre notre petite structure. Est-ce qu'on a abordé ça justement? 100 pays, pas d'innovation, ou beaucoup moins? Oui, il me semble en avoir parlé. Donc, on peut Oui. redévelopper si nécessaire. De toute façon, encore une fois, c'est une approche utilitariste, Oui. déjà. Comme on le dit, comme Stéphane l'a répété dans le chat, si on parle de propriété intellectuelle, on parle de droit. Or, le droit est par définition ce qui est donné à tous de manière égale. Or, Je l'API n'aurais pas offre un dit mieux. monopole légal sur l'utilisation d'œuvres de l'esprit, elle constitue donc un faux droit. Voilà, on répète encore les choses, puisqu'elle restreint la liberté de certains de jouir de droits qui ne porteraient pas préjudice à autrui, pendant que d'autres se voient octroyer sur autrui. Le fait de ne pas diffuser une œuvre, par exemple. Bon, après, on se répète. Ouais, On parce va que répéter ça, encore les c'est ce mêmes que choses. j'ai écrit après en contre-argument. Donc, effectivement, Hmm. on se répète. Il y a une contradiction logique interne à défendre la propriété intellectuelle. Ou alors, autrement dit, on ne peut défendre la propriété intellectuelle qu'à condition d'admettre qu'il est acceptable d'octroyer davantage de droits à une partie de la population, et à l'inverse, de priver une partie de la population de ses droits naturels. Ce qui, normalement, pour n'importe quel esprit normalement constitué, est une aberration. En tout cas, je l'espère. C'est en tout cas comme ça que je conçois les choses. À quelles conséquences, voilà, on y vient. À quelles conséquences sur la société peut-on s'attendre en jetant à la poubelle la propriété intellectuelle? Je pense qu'il y a un raz-de-marée là qui se prépare justement dessus, si on enlève la propriété intellectuelle. Il y a pas mal de gens qui vont être au chômage, mais pas mal de gens qui vont pouvoir créer aussi. Ouais, parce que tu as parlé tout à l'heure de tous les métiers inutiles qu'on crée. Ben voilà, c'est une distorsion sur le plan économique. C'est des ressources qui sont allouées au mauvais endroit. À l'inverse, on parlait de métiers qui n'existent pas à cause de celle-ci. Donc, encore une fois, c'est une distorsion sur le plan économique. Bah, c'est principalement ça en fait qu'il va y avoir. Après, moi je vais parler en tant que vraiment artisan photographe, Hmm. pas en tant que juriste encore une fois ou autre. Moi ce que je vois avec la fin de la propriété intellectuelle, c'est que par exemple les artisans photographes, nous, on attachera beaucoup plus de valeur et on essaiera
de marketer encore mieux en fait certains produits comme des photos encadrées. Ou les artistes plutôt dessinateurs, peintres, etc., de grands tableaux. Essayer justement de plus pousser ces produits-là, ou d'autres produits, hein, ça peut être totalement autre chose, et on n'a pas de... on n'a pas comment dire, l'imagination en termes individuels assez large pour pouvoir... nous sommes pas Madame Irma, quoi. Voilà, on peut pas savoir exactement tout ce qui se produira, tout ce qu'on arrivera à produire autour de nos idées. Mais voilà, moi je pense que déjà le premier bienfait, ça serait ça en termes, en tout cas moi dans mon travail, en termes artistiques, c'est vraiment pousser à une autre façon de vendre nos idées, de vendre notre art. Et pas juste, bah voilà, j'ai un stock de photos, et maintenant en fait je vais faire que de la cession de droit. Et ça t'en vois beaucoup. Et je vais fliquer tous les gens qui vont utiliser ma photo. Ouais, mais c'est peut-être un peu gaspiller du temps, enfin, à mon sens. Là, je parle vraiment de façon purement individuelle et de valeur. Hein. Je pense que c'est une perte de temps. On pourrait faire beaucoup mieux, créer plus de choses, proposer plus de produits différents pour n'importe quel consommateur, faire re-rentrer l'art chez les gens. Très important. On va pouvoir le refaire rentrer avec d'autres produits. D'un point de vue business, ce que tu dis, c'est intéressant. Il y a une réflexion autour du business model qu'il faut se poser. D'ailleurs, Stéphane dit un truc que j'ai trouvé super intéressant. En fait, non, pardon, je l'ai perdu. Ah oui, en fait, une des erreurs de base est de confondre la capacité à avoir une idée et celle de produire. Parce que c'est vrai qu'une idée en soi, ça ne vaut rien. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup lu dans le jeu vidéo. Des articles qui expliquaient comme ça aux gens, arrêtez de croire que vos idées valent quelque chose. Toutes seules, elles ne valent rien. Elles ne valent quelque chose qu'une fois que vous avez produit réellement quelque chose. Et c'est pas vrai uniquement dans le jeu vidéo. Pouvoir l'idée, je sais pas, d'un super moteur, tant que physiquement vous l'avez pas créé, vous voyez pas que ça marche, etc., que vous l'avez pas testé, votre truc ne vaut rien. L'idée d'un super livre, mais si t'as pas écrit ton livre, bah... Eh oui, exactement. Voilà, on va pas pouvoir en profiter de ta super idée. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ou en termes photographiques aussi. Oui, l'API, c'est une association, une question de business model en réalité. Voilà. C'est totalement ça. Vraiment, il y a des groupes sur Facebook de photographes dédiés à ça. Vraiment au flicage et à la demande comment je fais, comment je construis mon argumentaire pour être sûr d'être payé par rapport à la cession de droits d'œuvres existantes, quoi. Voilà, c'est assez hallucinant et on voit certains qui passent leur temps à ça et qui perdent leur temps là-dessus en fait, alors qu'ils pourraient faire tout à fait autre chose. De toute façon, tu vois, quand tu commences à passer plus de 5 ou 10% de ton temps sur des questions juridiques et que c'est pas ton cœur de métier, bon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je pense qu'on est bien d'accord. C'est ça. Le créateur aura besoin d'un marketeur, mais comment s'assurer que le marketeur va pas récupérer tout le pactole sans pays? Après, a priori, tel que je comprends, c'est, imagine, on a un ingénieur, un mec qui a fait une école de commerce, c'est ça. L'ingénieur a l'idée. Est-ce que la personne, je sais pas qui c'est qui a posé cette question, a peur, c'est que le mec qui a fait l'école de commerce, pique plus ou moins l'idée, produit ses trucs tout seul et se barre. Sauf que je peux te dire que dans cette situation caricaturale, un mec comme moi, t'as beau lui dessiner un moteur et tout, je vais pas en faire grand chose. Juste l'idée du moteur, ça ne va pas beaucoup m'avancer. Tu auras toujours besoin de l'ingénieur à côté pour comprendre son invention, éventuellement la corriger s'il y a des trucs qui vont pas très bien, l'adapter industriellement, parce que tu peux avoir l'idée d'un produit, mais te rends compte qu'en fait sa production, ça va pas trop, t'arrives pas à le produire comme tu voudrais, donc il faut changer 2-3 trucs. Je comprends la crainte qu'il y a derrière, mais à mon avis, ça résiste pas à l'épreuve de la pratique. La question que je reçois souvent quand je parle de la propriété intellectuelle, c'est oui, mais quid de la recherche fondamentale? Comment elle va se financer? Comment elle va se financer si il n'y a pas la protection, la propriété intellectuelle, ou enfin la protection des idées. On va éviter maintenant de dire propriété intellectuelle, parce que
Maintenant qu'on l'a démonté. Alors, si tu veux, ça, je peux y répondre, hein. Je pense que la réponse est très claire. On n'a pas vocation à financer toutes les thèses de recherche fondamentale. La recherche, elle doit être financée par le privé. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle doit l'être par le public. Moi, je vois pas pourquoi on prendrait l'argent de mes impôts pour financer des trucs qui ne me servent à rien. Et je regarde notamment du côté de certaines facultés, comme Sciences Po, Lyon 2, d'autres encore, qui clairement utilisent l'argent des impôts pour payer des gens à faire des thèses qui n'auront jamais aucune application concrète et industrielle. Je suis désolé, mais ça ne sert à rien. Oui, mais par Ça ne sert à exemple, des gens qui sont en train actuellement de bosser sur... Alors, je suis pas scientifique non plus, hein. Je suis pas grand-chose en fait. Mais qui sont en train de travailler voilà, sur de la recherche fondamentale, sur de la recherche sur les particules, etc. Il n'y a pas d'utilité concrète pour l'instant. S'il n'y a pas d'utilité On en n'en termes voit de pas marché, d'utilité parce que concrète, donc comment on le finance? pour moi, l'utilité, elle existe qu'en termes de marché, hein. J'ai pas d'idée d'utilité concrète. Elle est en termes de marché ou elle n'existe pas. Si tu n'as personne qui est prêt à te payer pour produire un service, parce que là c'est un service, c'est que ton service ne vaut rien. Donc il n'est pas utile. Donc il n'y a pas besoin de le payer. Je gratte un peu. Hein. Ouais, je sais bien. Non, mais je sais bien Je fais exprès. que tu fais l'avocat du diable, mais je donne ma réponse sur le sujet. Et d'ailleurs, Ce sont des questions que j'ai directement reçues, hein, en fait, hein, là-dessus. Tu m'avais parlé, je sais plus quoi, des crabes dans je sais pas trop quel lac. C'est pas toi qui m'avais dit que c'est plus qu'une connaissance, c'est ma tante, qui est c'est ta tante. professeur-chercheur et qui travaille sur depuis 20 ans sur les mollusques d'Arcachon. Voilà, moi j'ai rien sur les mollusques d'Arcachon, hein, je trouve ça Ils sont très passionnant. sympathiques, hein. Voilà, ils sont très sympathiques. Ouais. Mais bon, je vois pas pourquoi, a priori, on prendrait de l'argent sur des revenus que j'ai tirés de manière tout à fait légitime. Je sais pas pourquoi on me prendrait de l'argent pour aller financer ta tante. Encore une fois, je raconte ta tante, hein, mais si elle trouve des gens qui sont prêts à la financer pour ça, aucun souci. S'il y a des industriels qui sont très intéressés par savoir comment se reproduisent les crustacés au fin fond du lac d'Arcachon, très bien. Mais si c'est pas le cas, le truc en fait c'est que c'est comme pour tout, c'est comme pour les photographes, c'est comme pour les écrivains, etc. C'est changer de business model. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre là le bec grand ouvert que les subventions tombent, ou le salaire qui tombe pour un professeur-chercheur par exemple, c'est faire en sorte que par exemple le magazine qui publie tes recherches, soit plus qualitatif, enfin peu importe, je ne suis pas forcément lecteur de ces revues, mais qui correspondent au marché, à ce que veulent les gens, qu'est-ce qu'ils veulent lire. Ça se trouve, le sujet est très intéressant sur les mollusques d'Arcachon. Non mais vraiment, ça se trouve, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ça et qui seraient prêts à payer pour ça, pour lire sur ces recherches. Voilà. Mais il faut travailler là-dessus. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, quoi. Oui, il y a des. Je parle vraiment par rapport à l'argumentation que je reçois par rapport, par exemple, aux physiques des particules, etc. Après, bien entendu, si on gratte, il y a des utilités à cela. Oui. D'ailleurs, si on va jusqu'au bout du raisonnement, on peut s'attendre à ce que ça redirige d'ailleurs la recherche vers des choses entre guillemets, des énormes guillemets, plus utiles. Enfin, en tout cas, qui trouveront plus des personnes prêtes à payer pour ça. Alors, pour prendre un exemple récent, il me semble qu'on a vu débarquer de nouveaux films La Guerre des boutons parce que c'était tombé en domaine public. Nul ne sait ce que donnerait 50 Tintins concurrents sous forme de BD ou d'autres médiums. Mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ou je vais prendre un exemple dans le sens inverse, sur ma Bible, qui est le Seigneur des Anneaux. Quand on voit ce que font les ayants droit de Tolkien, de la licence, qui la propose à la Warner, etc., et qui déforme complètement l'œuvre, c'est un peu énervant. La propriété intellectuelle n'existerait pas, moi, je cherche des financements, je monte mon film et je vous fais un truc ultra badass qui est vraiment copié-collé à l'œuvre originale. Voilà. Et qui rajoute pas de la politique de gauche à l'intérieur. Par exemple.
Ah ben parce que c'est ça, c'est en train de devenir ça. Et je ne suis Adam pas nous a sûr que parlé de la Tolkien gauche perd. encore. Il Je fallait sais- qu'il se rattrape. Ouais, mais je crois que c'était la semaine dernière. J'ai encore vu un truc sur la série d'Amazon, ça va être une horreur. Bref. Mais voilà, aussi un autre argument, mais dans le sens inverse en fait de ce que présentait Udiac. Mais en effet, Tintin, Astérix, enfin pour tous les personnages qu'on connaît nous, euh, on pouvait le voir de différentes manières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas ce que nous raconte Louis de Mise là, mais je suis paumé là. Tiens, attends. Émotion, ok. Bon, je vais pas finir la phrase, j'ai pas, je n'ai pas la référence. En fait, l'immense majorité de ceux qui vivent de l'API ne sont pas des entrepreneurs. Bah, tout à fait. Dans le sens tel qu'on le voit nous. Game Workshop n'est pas très regardant à qui ils cèdent leur licence Warhammer depuis quelques années. Ils y vont gaiement. Ça donne toutes sortes de jeux plus ou moins intéressants. Oui, il y en a du très bon et il y en a certains qui sont absolument affreux. Alors, deux questions que vous avez ignorées. Ouais, mais JS, ça se trouve, on les a ignorées pour une raison. Je rigole, je rigole. Donc, lui de mise. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis sur le sujet nous faire maintenant vouloir protéger les idées? Pas grand chose de mon côté. La À part seule possibilité si on m'en offre 1 million d'euros, pourquoi pas, mais. non, mais la seule possibilité que je verrais, on vit dans l'utopie d'une société complètement anarcho-capitaliste et des gens créent une communauté, peu importe la taille, une ville, un quartier, je sais pas quoi, où parmi les règles, il y a ça, il y a la propriété intellectuelle, et ils y ont tous, absolument tous consenti. C'est la seule possibilité que je vois qui pourrait me faire changer d'avis. Mais ce serait uniquement dans ce cadre-là. C'est-à-dire, la propriété intellectuelle ne me semble acceptable que si tout le monde y a consenti. Une autre question de JS. Le petit kappa, ouais, t'as raison de mettre le petit kappa. Oui, mais une fois la machine créée, le marketeur pourra tout garder pour lui et laisser tomber le créateur. Non. Donc ça, on revient au même truc, mais je... un agent d'un artiste, bah, il a besoin de l'artiste. C'est pas lui qui trouve, je sais pas moi, comment dire, qui trouve les lyrics, qui trouve les paroles. Et puis en plus, au-delà de ça, au-delà de la pratique, il y a le fait que tout simplement, tu peux faire ce qu'on appelle un contrat, hein, et te débrouiller pour te Oui, les protéger de contrats cette existent. manière-là. C'est pas mal les contrats aussi. Si tu Ça dis, aide pas ok, mal. on va faire ça ensemble, moi je me charge de faire ci, toi tu te charges de faire ça. Voilà, généralement, tu peux même faire ce qu'on appelle des pactes d'actionnaires quand tu crées ton entreprise, des contrats qui sont secrets et qui sont bien pratiques pour régler tes relations avec tes associés, et éviter ce genre d'entourloupe notamment. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Après, par exemple, pour financer les chercheurs, ils peuvent très bien se mettre ensemble, créer des pôles de recherche et qui travaillent avec des entreprises directement. D'ailleurs, ça existe, hein. Oui, mais C'est disons pareil, hein, de le faire de façon généralisée, du coup, vu que l'API ouais. n'existe plus. Il y a aussi un truc, je sais plus si on en a parlé, c'est sur le secret commercial. Hmm. Encore une fois, on revient au contrat. Voilà, c'est le contrat qui va régir justement l'échange entre les deux personnes. En France, on n'aime pas trop les contrats parce que les contrats, c'est des gens qui négocient librement. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop dans notre tradition philosophique, juridique, politique. On préfère quand l'État s'occupe un peu de tout. On a quand même tendance à considérer que si les gens sont libres, ils font un peu n'importe quoi. Et c'est évidemment extrêmement regrettable.
Ah, mais moi j'imagine bien, tu vois, dans un futur hypothétique, un ARCAP avec des méga cités de chercheurs high-tech, tu vois, qui vendent leurs services à des méga corporations stellaires. Ce serait classe, quoi, tu vois. Je te laisse rêver, hein. Ah ouais, non, mais on a besoin de rêver. On a besoin de rêver. Il faut savoir être optimiste. Bon, là, je le suis un tout petit peu trop, mais. Faut-il en déduire que la pays sera reconnu par les contrats quand même? Pas tel que Oui, tu l'entends actuellement. Oui, Ellie. non, non, mais je pense que je vais dire la même chose que toi, hein. D'accord. Mais on change de vision juridique, hein, si on passe par le contrat. Si on est par le contrat, on est dans le On droit va naturel. peut-être on va peut-être passer à la libre antenne hein, si quelqu'un veut Oui, intervenir tout à fait. en Tout à live fait. directement. Voilà, vous n'hésitez pas, vous envoyez un message à JS en chuchotement. JS, normalement, tu as le lien du Skype. On n'a pas besoin de pays pour avoir des chercheurs, on a besoin de trouveurs qui se financent. Voilà, n'hésitez pas, comme les autres fois, vous avez, pour ceux qui étaient là, hein, vous avez bien vu, tout s'était très bien passé. On ne mange pas. N'hésitez pas à prendre votre micro. D'ailleurs, on peut se permettre une petite remarque, voilà, un petit peu cocasse. C'est-à-dire que tous les chercheurs qui effectivement arrivent à trouver des financements privés, étonnamment, ils ont quand même plutôt tendance à être dans des disciplines comme la physique, comme certaines branches des mathématiques, etc. Et bizarrement, beaucoup moins en sciences sociales. C'est pas Bizarrement. faux. Quoique certains économistes, je pense, s'en sortent pas trop mal, mais bon, les sociologues, par exemple, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est sûrement le hasard. Personne n'a l'air de vouloir participer ce soir. Quelle tristesse. C'est parce qu'on était beaucoup trop convaincants. C'est ça. Ou alors ils étaient déjà tous assez convaincus. C'est possible aussi. C'est bien possible aussi. J'aurais dit De Vos. Il y a des anthropologues à Wall Street. Grand bien leur en face. Ah, tu vois, Jack. Les vrais savent. Oui, bah Stéphane, vous pouvez peut-être intervenir sur Kinsella, justement. Ça serait pas mal. Ça serait cool. JS, tu envoies le lien à Stéphane directement sur Twitch, là. Très bien. Merci, Stéphane. Peut-être qu'on assisterait à l'inflation des chercheurs médiocres. Oui, mais aussi des chercheurs de bonne qualité. Ah, à la fin, d'accord. On aurait de Bonsoir, tout. bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Stéphane. Bon, j'espère que nous vous avons convaincu. Non, il n'y a pas besoin de vous convaincre là-dessus, je pense. Bien au contraire.
Stéphane, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, je coupe le son parce qu'il y a un écho sinon. Ah, oui, tout à fait. Ah, il faut couper sur le live, effectivement. Sur le live, bah non, j'ai pas besoin de le couper apparemment, donc c'est bon. D'abord, merci pour cette initiative. C'est un très bon sujet. Sincèrement, vous avez très bien présenté ça. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est super, franchement. Merci. Sur Kinsella, peut-être, on peut dire plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est un juriste au départ, lui, qui est venu justement aux libertariens en s'intéressant justement aux droits de propriété. Alors, je n'ai pas toute l'histoire, mais clairement, c'est son travail de juriste professionnel qui l'a conduit à creuser la question et à découvrir quelque part la pensée libertarienne par ce biais-là. Et en fait, il s'est révélé lui-même libertarien par ses travaux sur la propriété intellectuelle dans son bouquin Against Property Rights, qu'on a traduit pour Résurgence. Et c'est intéressant parce que depuis, il est devenu un juriste, un penseur juridique des libertariens qui a fait avancer pas mal d'autres choses dans la même lignée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant en parcours, je trouve, hein, et ça c'est un premier point qui me paraissait intéressant de partager. Et puis surtout qui a su creuser justement l'analyse économique du droit, hein, ce que vous avez appelé la rivalité, pour l'appliquer au droit de propriété. Donc ça c'est l'autre partie qui est intéressante. Et puis dans son bouquin Against Property Rights, il passe en revue, alors, je ne sais pas si c'est exhaustif, mais il passe en revue toutes les logiques qu'il y a pu y avoir, qui ont pu tenter de justifier la propriété intellectuelle, y compris Ayn Rand à un moment donné. Et chaque fois, il fait une analyse, il démonte la logique et il revient chaque fois sur une logique du droit pour justifier que systématiquement, qu'effectivement, c'est pas fondé, c'est bancal, c'est utilitariste, etc., etc. Je ne vais pas faire tout le bouquin, hein, mais le bouquin est assez bien construit et très intéressant. Et moi, ce que j'ai envie de conseiller hein, aux gens qui sont avec nous là, pour lire ce livre, ce que je trouve très intéressant dans ce bouquin, c'est pas en plus juste qu'il parle de la propriété intellectuelle, c'est que pour moi, c'est aussi un des textes fondateurs même de la logique comment dire, du droit de propriété en général. Hein. Lire ce livre, c'est non seulement découvrir et comprendre pourquoi le droit de propriété n'est pas libertarien, mais je pense que c'est souvent un moyen pour beaucoup, parce que c'est un livre assez petit, il y a quoi, il y a 80 pages, 85 pages, un truc comme ça. C'est aussi un excellent moyen, je pense, de découvrir la logique du droit de propriété pour les libertariens. Oui, il fait 83 pages. Et personnellement, c'est l'un de mes premiers livres vraiment libertariens. Oui, ça ne me surprend pas. Et il était tout à fait intelligible, aucun problème. Il est tout à fait accessible à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Je vous invite vraiment à le lire. Il est vraiment excellent. Oui, oui. Alors, bon, au niveau de la traduction, il y a eu des trucs qui sont pas forcément faciles parce qu'il y a pas mal de références. Il y a des moments où il prend Rothbard, donc il faut se plonger dans le texte original de Rothbard aussi. Donc il y a eu quelques gymnastiques à faire au niveau traduction. Mais il y a des mots parfois qui sont un petit peu subtils par-ci par-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez simple à suivre. Hein. Je le crois vraiment. Mais oui, il y a l'autre truc, c'est que ça fait des renvois ou des références à d'autres textes, de Ayn Rand, de Murray Rothbard. Donc c'est aussi un texte qui peut être intéressant et introductif à d'autres littératures libertariennes aussi. Donc c'est pour moi, dans un texte assez court, c'est vraiment un concentré d'introduction à des concepts libertariens fondamentaux. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et nous sommes totalement d'accord avec ça, je pense. Toi aussi, Eli. Ouais, je dois admettre que je ne l'ai pas lu. Je suis désolé. Et pourtant, je te l'ai envoyé en plus. Hein. Bah, je l'ai pas lu en entier, j'ai lu le PDF. Ouais, c'est intéressant, Elie, mais je l'ai ressenti à la façon dont tu as présenté le sujet. Tu as très bien présenté le sujet.
mais de par le vocabulaire que tu as utilisé, c'était assez évident. Parce que par exemple, la notion de rivalité, ça c'est une notion, c'est typiquement non libertarien Oui, oui. comme vocable. Hein. Pas le Ouais, concept, mais le vocable n'est pas libertarien. Donc, mais c'est bien qu'on arrive à la même logique in fine. J'ai trouvé ça très très bien. Mais Donc je là où t'encourage à le lire. Je t'encourage à le lire. moi, je pense que je vais le lire. Le problème, c'est que j'ai une bibliothèque énorme de trucs que je veux lire, mais bon, c'est un autre sujet. Mais là On où en je est vous tous rejoins, là. c'est qu'effectivement, ce sujet est très intéressant, je trouve, parce qu'il oblige à revenir à la base, à la propriété. Qu'est-ce que c'est que la propriété? Pourquoi est-ce qu'on a accordé? Pourquoi est-ce on a ce droit de propriété? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? C'est ça. Exactement. Exactement. Il montre aussi, hein, il fait le tour des 4 types de propriété intellectuelle et pour chacune, il prend une logique voilà, qui l'explique et que vous avez essentiellement abordé. Hein. Donc c'est très concentré comme bouquin, mais c'est très lisible. C'est vraiment, moi je trouve, en 80 pages, on fait le tour d'énormément de concepts fondamentaux de la théorie libertarienne. Voilà, moi ça a été une des premières motivations à traduire ce bouquin, justement se concentrer, je dirais. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne Merci soirée à pour vous votre aussi. intervention. Avec plaisir. À très bientôt. Bon ben voilà, comme ça on a eu le petit tour d'horizon sur Kinsella, c'est parfait. Ouais, c'est parfait, oui. Donc je vous ai envoyé Udiac, tu regardes un peu plus haut, édition Résurgence contre la propriété intellectuelle. Il nous faut une émoticône de Stéphane. Je sais, tu l'as déjà dit le live dernier. Il faut que je le fasse, j'ai pas eu le temps. Il faut que je fasse cette émoticône exactement. Tout comme l'hélicoptère, il faut que je le fasse, je l'ai toujours pas fait, il faut que je le fasse. L'API a fait disparaître, plutôt déplacer en réalité, des ROM du net par le truchement de Nintendo récemment. Nintendo qui a pourtant eu de très grosses sueurs sur une histoire de gorille géant. Si je suis votre raisonnement, l'API engendre aussi des tropismes à géométrie variable quand on en bénéficie ou quand on tente de passer outre celle des autres. J'ai pas tout compris. J'ai rien compris. Genre. Je sais pas quelle heure il est là, il est 22h30. Doucement, doucement. Qui c'est qui a posé cette question, Adam? C'est Udiac. Ah, Udiac. Bon, Udiac, il a le droit. Faut que je me replonge dans ta phrase, Udiac, pour la comprendre, en fait. C'est intense, hein, un tout petit peu. Pourquoi Ayn Rand était en faveur de l'API? Je ne sais pas, je suppose pour protéger ses livres. Parce qu'elle n'était pas libertarienne. Oui, déjà. Tout simplement. La propriété, ça vient du contrôle de nos cordes vocales. Qu'en penses-tu? Pas grand-chose, a priori. Ça sent la fin de live, ça. Ça sent la fin de live, exactement. On va laisser encore quelques petites minutes. Parce que, en parlant d'Ayn Rand, Stéphane, parce qu'elle croyait que la création justifiait la propriété intellectuelle. Un peu comme Bastia, quoi, finalement. Mm. Oui, mais non. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le live. Si quelqu'un veut encore participer en libre antenne, il n'y a pas de souci. Hein, c'est encore ouvert, donc n'hésitez pas. Il y a juste une citation, Adam, excuse-moi de te couper comme ça, mais parce que sinon je vais oublier après. Sur cette question justement de création qu'on a oublié, c'est créer, c'est se ressouvenir de Derval. Oui. Pour nuancer quand même cette idée qu'il y ait comme ça des pensées originales. Non, en réalité, les idées partent toujours de choses qu'on a vues, qu'on reprend plus ou moins, qu'on adapte évidemment à notre sauce, je dirais. Mais si on prend l'exemple des formules mathématiques, voilà, il y a bien quelqu'un qui vous a enseigné toute la base avant. Et même si vous créez une nouvelle formule, vous êtes bien appuyé sur d'autres théorèmes qui ne vous appartiennent pas. Si vous composez une chanson, a priori, vous allez vous appuyer sur un tas de techniques ou de sonorités que vous aurez déjà entendues.
Donc voilà, j'aime bien cette citation, créer, c'est se ressouvenir. Alors, juste une chose, Louis de Mise, justement, tu parles de l'expulseur de Port démocrate. Est-ce que tu as bien reçu ton goodies? Est-ce que tu as bien reçu ton mug? Tant que je te tiens. Je voulais te poser la question par message hier et j'ai oublié. Donc, tant que j'y pense, voilà. Dis-moi en commentaire si tu as bien reçu ce qui te revenait de droit, vu que tu avais gagné le quiz. Toujours Udiac, Nintendo a eu un procès des détenteurs de droits de King Kong en raison de Donkey Kong. Tropisme 1. Nintendo viole l'API des autres. Nintendo a demandé que des sites de ROM de ses anciens jeux ferment. Tropisme 2. Nintendo veut faire respecter avec zèle sa API. Tout à fait, oui. Là j'ai compris. tu l'as reçu ce soir, lui de mise. Ah, parfait. Parfait. Bon, j'espère que ça te plaît. Et que que la qualité te convient. Voilà. N'hésite pas à emmener ton mug au travail, histoire de te faire plein d'amis. Ah ben n'hésite pas à nous envoyer une photo, oui. Vas-y. Envoie-le nous si t'es sur le Discord de Radio Libertarien ou directement sur mon Telegram. N'hésite pas à nous envoyer une magnifique photo de ce mug. Moi, un truc qui m'avait marqué aussi dans le livre de Kinsella, c'était l'idée que si on met un brevet sur une idée, tu n'avais plus le droit de la soutenir, ce qui est une violation de notre capacité à utiliser notre corps sans agresser autrui pour autant. Quelque chose à rajouter, Ellie, dessus? Du tout. Je demande au cas où. Oh, non mais c'est gentil. Je ne peux que valider, Udiac. Bien entendu. L'anti-pays, n'est-ce pas l'open source? Un avis là-dessus? Il me semble que l'open source, il faut un peu nuancer. Je crois. Je ne suis pas un expert de l'open source, malheureusement. Mais il me semble qu'il y a de l'open source et du pseudo-open source. Mais je suis pas du tout expert là-dessus, donc peut-être que Stéphane pourra répondre dans le chat si... Oui, il est toujours là. Peut-être que Stéphane pourra y répondre, je ne sais pas. Stéphane d'ailleurs qui nous dit on n'a pas parlé des brevets appliqués à la biologie. C'est-à-dire vous parlez des brevets sur les médicaments, les vaccins, etc. Ah si, peut-être Udiac, c'est peut-être la licence GNU. Je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je me suis pas intéressé au sujet de l'open source, donc... Oui, Stéphane nous répond oui. Oui, c'est par rapport aux vaccins, etc. Bah, c'est pareil, hein, du coup, pas de brevet, bah, on est libre de fureter là-dedans, de savoir exactement ce qu'il y a. Alors j'ai un bruit, ça vient peut-être de chez toi, Ellie. Ouais, excuse-moi, ouais, c'est de chez moi, c'est mon chat, si tu veux savoir. Mais bon, c'est bon, c'est terminé. Bah, laisse ton chat tranquille. Ah, ouais. C'est bon, c'est pas grave. Je pensais que c'était ta copine et là t'aurais pu, voilà, lui dire physiquement d'arrêter de faire du bruit, de gratter à la porte. Non, ce ne sera pas nécessaire du coup. D'accord, bon. Bah, bonne soirée Stéphane et merci encore d'être intervenu. Toujours très intéressante, merci. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Exactement. Alors, quelqu'un qui répond encore à quelqu'un, là, je n'arrive pas à suivre votre discussion, JS et Lost in Versailles.
Bah allez, on reste encore un tout petit peu pour voir. Si vous voulez intervenir encore une fois au micro, n'hésitez pas. Si vous en avez un, bien entendu. Parce que je peux pas vous filer mon micro là comme ça marche pas. À moins Faire que un effort. vous soyez du côté de Bordeaux, je vous invite très gentiment. Il n'y a pas de souci, à condition que vous fassiez le ménage chez moi. Et oui, après pour revenir sur par rapport au Covid, hein, parce que c'est forcément la grande question. Effectivement, le fait qu'il y ait cette propriété intellectuelle, euh, si on décortique un peu ce qui s'est passé avec Pfizer, Moderna, etc., c'est ça aussi qui a permis en fait à l'État aussi de bloquer complètement, comment dire, euh, notre assujettissement, on va dire, à Pfizer, à ces laboratoires sans qu'ils en aient aucunement la responsabilité. Chose un peu plus délicate hein, sur Star Wars. Je veux bien voir des Star Wars mieux que Disney, Lucas. Tout à fait. Ça serait un bon moyen. Voilà. En supprimant l'API, on pourra faire ce qu'on veut. Vu qu'ils ont supprimé en fait tout. Comment ils appelaient ça, l'univers étendu. Quelle catastrophe. Aurait-on un meilleur vaccin contre le Covid sans pays? Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Alors, attendez juste 2 secondes. C'est soirée animée aujourd'hui, en fait. C'est une soirée à thème. Pardon. C'est ton chien, d'accord. Oui, oui, c'était mon chien, oui, encore. Bref. Bon, bah, je pense on va rester là. Ça S'il n'y a marche. pas d'autres questions un peu plus profondes, hein, on va pas parler de Disney non plus toute la soirée. Pour une fois qu'une émission avec moi-même va se finir maintenant avant minuit, c'est pas mal, je pense. En Bel tout cas, exploit. merci à vous d'avoir été là, d'avoir été présent pendant cette émission. Merci d'avoir posé des questions. N'hésitez pas à revenir. Vendredi soir, comme d'habitude, c'est la revue d'actualité. Donc soyez présents. Comme d'habitude, maintenant, ça sera. Je pense que ça va être à toutes les émissions. Revue d'actualité, thème, peut-être débat, à voir. Mais comme d'habitude, ce vendredi, il y aura aussi une libre antenne, donc il ne faudra pas hésiter à intervenir. Et donc voilà. Et donc nous vous laissons. JS, est-ce que tu peux remettre le Linktree rapidement pour les gens qui ne sont pas encore au fait de toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes, que ce soit Radio Libertarien ou les différents chroniqueurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord que vous retrouverez dans le Linktree pour encore plus de plaisir. Surtout pour Voilà. râler ensemble. On râle bien sur le Discord, c'est pas mal. Oui, voilà. Puis ça permet de partager des news aussi sur lesquelles on peut rebondir ensuite plus tard en live. Donc c'est toujours très intéressant. Voilà. Puis Et en surtout, allez sur mon Telegram. Voilà, c'est encore mieux. Puis c'est le moyen aussi pour vous de nous donner votre avis, ce qu'on pourrait améliorer, Oui, ce qu'on tout à peut fait. faire mieux, etc. Parce que bon, on est déjà quasiment au top, mais il y a toujours ce petit pourcent d'amélioration, voilà, qui est non négligeable. Adam, toujours en modestie. Toujours, toujours. Bref, voilà, maintenant que le lien est disponible, vous y allez tous, vous nous suivez tous sur les réseaux. N'hésitez pas à partager, etc. Hein. Voilà, la complète, la totale, on fait le bon petit influenceur. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne suivez pas la chaîne et à vous abonner si vous le pouvez. Et sur ce, on vous dit une très bonne soirée et à vendredi 21h. À très vite.